Eh bien, bonjour à tous. Bonjour cher président, bonjour les membres du comité de direction, les membres de l'académie, les correspondants experts. Ravie d'être là aujourd'hui, ravie, très honorée en fait de rejoindre, cette belle académie dont la mission me tient à cœur, sur tout ce qui est, analyse et prospective de l'environnement du commerce et du marketing, donc ça me tient très à cœur. Les valeurs aussi dont tu parles, Jean-Paul, me tiennent très à cœur, de rigueur, d'indépendance. C'est complètement dans le sens de ce qui me plaît. Jean-Paul, j'ai vu une petite vidéo sur le site, où tu parlais des défis contradictoires, du marketing et du commerce, notamment dans la relation au numérique, puisque théoriquement, numérique et proximité, bah, c'est un peu un grand écart entre les 2. Et je trouvais que le mot défi contradictoire était, bah, plus que pertinent. C'est ce qui fait la complexité et l'intérêt de ces sujets aujourd'hui. Et autour de ça, j'avais envie de faire une petite focale sur, IA et commercial plus spécifiquement, hem et sur la base en fait de ce que j'ai cherché à je ne sais pas si vous voyez la page d'après quand j'avance? Juste pour être sûre? Oui. Oui, OK. Sur la base de ce que j'avais cherché à décrypter dans le livre que j'ai eu, la chance, de voir médaillé grâce à vous, Datae Humanum, la transformation, digital, j'aurais dû dire numérique, je sais, au service du renouveau humain. Et bien, en fait, en réfléchissant sur la base des concepts que j'ai développés un peu dans ce livre, en réfléchissant sur la base de beaucoup de choses, de vécus que j'ai eus en tant que directrice générale dans des sociétés d'études, chez Ipsos récemment, mais des vécus de transformation numérique et donc forcément il y a le commercial dedans. Et aujourd'hui d'accompagnement en fait de directeurs qui engagent en fait de la transformation numérique. Donc au niveau stratégie, au niveau humain, organisationnel, mais dans tout ça, il y a toujours le commercial. Je me suis dit: «Ce serait assez intéressant de faire une focale en fait sur, la fonction dans l'entreprise, du commercial» et se pose la question bien sûr du terme commercial, qu'est-ce qu'on entend par commercial? Donc j'ai repris la définition de l'académie, une activité consistant à acheter et ou à vendre des produits ou des services. Très bien. Et ça me semble, voilà, fondamental, on va dire. Le prisme que j'ai considéré dans cette présentation sur le mot commercial, c'est vraiment sous son aspect organisationnel et c'est aussi lié à mon vécu de gestion, dans les entreprises. Donc c'est surtout le principe de la fonction de vente, hein, spécifiquement et pas uniquement sur le terrain, mais dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, donc depuis l'administration et la planification des ventes jusqu'à la relation client sur le terrain et la relation client multicanal, en intégrant le e-commerce et d'autres points de contact, commerciaux, on va dire. Donc avec ce prisme-là, je me suis dit: «Ce serait intéressant d'essayer de décrypter ce que je vois et d'échanger avec vous sur ce que vous en pensez». Bien sûr, j'espère qu'avec ce prisme, managérial, on va dire, ce sera complémentaire par rapport à tous les beaux articles, qui ont déjà été écrits dans le cadre de l'académie, notamment par Jean-Paul et par Nadia Antonin, sur l'intelligence artificielle, sa régulation, la responsabilité, le rôle dans le commerce et cetera. Avec ça en tête sur le commercial en général, j'ai utilisé le mot intelligence artificielle que tout le monde connaît bien, mais sous quel angle, je le réfléchis dans cette petite présentation, à la fois sous l'angle de l'IA générative, donc de contenu et de l'IA non générative, donc analytique et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, je trouve dans la société, dès qu'on prononce le mot IA, mais il y a une espèce d'effet, terrible hein, de buzz. On pense qu'à ChatGPT mais l'univers de l'IA est quand même bien plus large que ça, même si on a une accélération énorme, de l'IA générative et donc je considère vraiment les 2, l'IA non générative et l'IA générative. À partir de là, je me suis dit qu'il y avait peut-être 3 choses qui me semblaient intéressantes à réfléchir ensemble. La première, c'est l'enjeu.
De quoi on parle? IA et commercial, quand on les met ensemble, est-ce que ça va ensemble ou est-ce que ça va pas ensemble? Est-ce que c'est compatible ou incompatible? Donc déjà, mettre sur la table cet enjeu. Ensuite, se dire: «Mais de quoi on parle spécifiquement?» Quand on parle d'IA et commercial, concrètement, à quoi ça renvoie, dans les entreprises? Et j'ai fait une sorte de «segmentation» entre guillemets, très qualitative et très expérimentale, on va dire, sur différentes configurations. J'en ai trouvé 4 dans cette articulation IA et commerciale, au sens, donc fonction et organisation, comme je l'ai dit avant. Et puis enfin, un peu le comment, les implications, qu'est-ce que ça suggère en fait d'associer IA et commercial? Est-ce que ça suppose pas un nouveau leadership? Et j'ai mis le terme en italique après, quelques échanges, avec les uns et les autres de l'académie pour savoir si j'avais le droit d'utiliser le mot ou pas, et il semblerait que je peux l'utiliser parce qu'on a eu beaucoup de mal à en trouver un terme en français qui explique à la fois le fait d'emmener les équipes, et donc la dynamique, qui va vers le futur également. Donc, est-ce que l'IA nous amène à avoir un nouveau leadership commercial et sur quoi reposerait-il? Donc voilà un petit peu les 3 sujets que je vous propose de parcourir, et je vais commencer par l'enjeu, heu, très simplement, IA et commercial, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça va pas ensemble? Est-ce que ce sont des défis contradictoires? Comme disait Jean-Paul, dans sa petite vidéo. Alors, je me suis dit: «Je vais regarder ça sous l'angle de ce que disent différents types de personnes ou de ce que pensent probablement différents types de personnes, d'individus», et j'ai trouvé, alors quelques slides que je vais vous montrer sont des extraits, qui sont sur des bases anglophones, que j'ai francisés au mieux, mais il y a beaucoup d'anglais, donc vous m'excuserez, mais j'ai pas pu aller plus loin. Et c'est le premier. En fait, je me suis dit: «Mais quel est l'avis des DSI dans le monde, des directions, informatiques dans le monde?» Selon la MIT Technology Review, la revue de la MIT Technology, je trouve ce schéma assez intéressant. Ils ont fait une étude en 2022, publiée en 2023, qui donne en fait un score, un degré d'adoption de l'IA dans les fonctions clés de l'organisation, donc en 2022, et une prévision par les directions, des systèmes d'information pour 2025. Donc la partie en bleu, c'est la partie, qui donne en fait un degré d'adoption élevé. C'est-à-dire qu'en fait l'IA est vraiment fait partie intégrante de l'organisation et de la fonction, ou bien elle joue un rôle assez important au travers de cas d'usage dans l'organisation. Donc, quand c'est bleu clair ou quand c'est bleu foncé. Et quand c'est rose, eh bien, on est plus sur quelque chose de timide avec quelques pilotes, ou bien pas vraiment d'utilisation. Comme vous voyez, la partie vente commerciale, c'est la deuxième ligne, et bien qui est sales ici, où on retrouve en fait un score qui est finalement plus faible en bleu. On a 23 en 2022, heu, mmh, parmi toutes les autres fonctions, alors pas très éloigné du marketing non plus et de la publicité, mais quand même le plus faible, et l'écart va se creuser terriblement dans la perspective que les DSI ont de 2025, parce que l'IA devrait représenter une part qui n'a absolument plus rien à voir. On passe à 61, et là, bon, ben, on se dit qu'il y a ça va faire bouger les lignes. Effectivement, on le sait, mais quand on le voit par fonction, c'est intéressant, et certains dans le commercial se disent: «Nous, ça nous concerne pas trop». Mais si, ça concerne beaucoup aujourd'hui, mais ça va concerner énormément demain. Donc ça, c'est l'avis des DSI. Ensuite, si on réfléchit par rapport aux directions générales des entreprises, alors là, j'ai pas de chiffres encore, ou j'en ai pas encore trouvé. Il y en aura certainement bientôt avec, les premiers chiffres sur l'impact de l'IA générative. Mais je vous ai remis ici le schéma, que j'avais identifié, qui est dans mon essai, qui, vient d'une étude, également du MIT Caesars de Peter Vail, et qui donne en fait l'impact, heu, en termes de valeur, des organisations qui ont bien fait leur transformation numérique, au travers des données, au travers de l'intelligence artificielle, donc pas uniquement l'intelligence artificielle, de manière plus générale,
le rôle des données et du numérique. Et celles qui ont bien réussi à le faire, elles sont 22%, le carré en haut à droite, parce qu'elles l'ont fait à la fois sur l'axe vertical de l'impact du travail des données, donc notamment de l'IA sur l'expérience client, et en horizontal, de l'impact des données et notamment de l'IA sur les opérations, la chaîne des opérations des organisations et d'efficacité interne dans les organisations. Donc on a un côté externe et on a un côté interne. On parle pas, en fait, de commercial, et on peut supposer que le commercial, qui est quand même le cœur battant de l'organisation, heu, est un peu dépendant des 2 axes, en fait. Le commercial joue forcément, évidemment, de manière évidente, un rôle sur, l'expérience client, mais le commercial est également drôlement dépendant et il va être bon si, il est dépendant d'un système efficace au sein de l'organisation, notamment en lien avec les opérations. Donc on peut se poser la question, du rôle du commercial sur l'intelligence artificielle, alors qu'on a uniquement, entre guillemets, 22% des organisations qui se disent avoir fait une création de valeur grâce à leur transformation numérique. Et le troisième élément, c'est pas juste au niveau de la vision globale dans l'entreprise, c'est aussi de se dire si on se met dans la peau du vendeur physique vraiment dans une organisation physique, un point de vente en fait, eh bien, est-ce que c'est compatible ou incompatible? On peut se dire qu'il y a une forme de grand écart entre, par définition, l'intelligence artificielle et par définition, le savoir-faire relationnel qu'on connaît depuis tous les temps, d'une fonction commerciale et d'une relation commerciale, de négociation et d'une relation humaine de négociation pour arriver à vendre quelque chose. Donc par nature, ça paraît un petit peu, pas évident tout ça et une sorte de confusion entre tous ces sujets et du coup, je me suis dit: «Tiens, puisqu'il y a confusion, je vais poser la question à ChatGPT». Cher ChatGPT, donc je lui ai mis ça: «Cher ChatGPT, IA et commercial sont-ils compatibles?» Et voilà ce qu'il me répond. Donc il me répond tout ça, il me répond tout je vais pas tout lire, mais j'ai mis en gras tout ce qu'il décrit, comme étant la compatibilité. Il dit: «Oui, c'est compatible» et puis il décrit un certain nombre de tâches, que l'intelligence artificielle permet de faire et facilite pour, la fonction commerciale et notamment administrative. Analyse des données et prévisions, automatisation des tâches répétitives, personnalisation, assistance à la prise de décision, optimisation des processus commerciaux, marketing et publicité au niveau du ciblage, de la recommandation, prédiction de la demande. Donc on est vraiment dans l'administration où il y a un certain nombre de tâches que l'IA peut prendre en main et très peu de choses ou une petite ligne que j'ai surlignée à la main sur, l'IA ne peut pas remplacer complètement l'aspect humain des affaires. Il m'a un peu énervé ChatGPT, quand j'ai vu le mot «complètement», et mais elle peut être un outil puissant pour améliorer les opérations et la prise de décision et le «mais» aussi m'a un peu interpellée, donc je lui ai dit: «Mais quand même, quid de l'humain, mon cher ChatGPT?» Et là, il me dit, de manière un peu plus spécifique, que l'intelligence artificielle, et la partie commerciale humaine, oui, sont complémentaires et donc il est quand même plus spécifique sur l'IA ne peut pas remplacer les compétences humaines essentielles telles que la relation client, la négociation, l'innovation, la gestion des situations imprévues. L'IA est plus faible sur la prise de décision éthique, pour établir les relations, pour conclure des accords, pour gérer des situations complexes et ne peut pas reproduire complètement, c'est aussi peut-être, philosophique le mot complètement, je ne sais pas, l'empathie et la compréhension qu'un être humain peut offrir. Donc, avec tout ça, on se dit: «Très bien, mais ça veut dire que, l'humain, bah, quand même attention, il y a quand même un risque sur l'humain». Et ce risque, ça veut c'est il est pas dans l'absolu, il est dans la manière qu'ont les gens, en fait, les gens qui touchent au commercial, qui travaillent sur le commercial, de l'envisager parce que le risque dans l'absolu, il y en a pas. C'est le risque, il vient de nous, en fait, dans notre manière d'appréhender l'humain avec, l'intelligence artificielle. Et c'est quand même quelque chose de drôlement important parce que l'humain est une problématique aujourd'hui, enfin déjà depuis un certain temps, mais continue à être une problématique dans les transformations numériques des organisations. J'ai remis ici, pour mémoire, un rapport qui est vraiment très bien fait
le New Vantage Partners, qui a été publié, en début d'année 2023 sur la base, en fait, d'une perception de comment dire? D'efficacité et de retour sur investissement et de création de valeur, des organisations qui ont engagé une transformation numérique. Et il s'en dégage quelque chose qui m'avait frappée à la lecture de ce rapport. Ce que vous voyez à gauche, 80% des problèmes de création de valeur par les données sont liés à l'humain, à la culture, à l'organisation. Donc on n'y a pas fait suffisamment attention, les processus d'adoption sont pas là, et c'est pas parce qu'on va mettre des bonus, et voilà, des bonus spécifiques, parce qu'on rentre dans un processus de transition que ça va aider, vraiment à l'adoption et à la création de valeur. 60% des entreprises ne comprennent pas bien le rôle, des fonctions dites CDO, donc les fonctions de direction numérique. Et puis seulement 1,6% des entreprises priorisent les investissements en formation au niveau des données et de l'IA. On a quand même 55% des entreprises qui en mènent, mais seulement 1,6% qui considèrent ceci comme une priorité. Donc tout ça pour dire qu'on sait déjà que la dimension humaine est, ben, disons, un le problème en fait, des transformations numériques. Dans les transformations numériques, et par l'IA de fait, le problème c'est pas tant l'IA et c'est pas tant le numérique, c'est plus comment on fait, avec les gens, comment on l'intègre et comment on avance avec, comment on vit avec, comment on se mobilise avec et qu'est-ce qu'on fait avec, donc concrètement. Et ne pas le faire, c'est, peut-être, d'autant plus problématique dans l'univers du commercial, parce que le commercial, c'est quand même le cœur battant de l'entreprise. Hem, D'autant que ça peut creuser, encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, l'écart entre les sachants et les non sachants, du numérique, de la technologie et encore plus spécifiquement de l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser aller ce problème. J'ai parlé dans mon essai des peurs, que j'ai beaucoup ressenties dans les organisations et notamment dans les grandes organisations qui se cachent ou qui sont explicites, en matière de numérique. Mais je pense que dans l'univers digital également, ce fossé qui peut exister entre les sachants et les non sachants de l'IA, eh bien, peut cristalliser des peurs à travers l'organisation et peut-être encore plus fortes dans la chaîne de valeur du commercial. Dans mon ouvrage, j'avais organisé un petit peu les peurs, dans le sens des peurs par rapport à l'ancien modèle qu'on perd et qu'on n'a pas trop envie de perdre, donc on a peur de perdre nos repères par rapport aux peurs d'engager un nouveau modèle, celui intégrant l'IA notamment, et puis versus, des peurs conscientes, des peurs explicites, des peurs, liées à ce qui se dit dans l'organisation, versus des peurs, inconscientes, intimes, qu'on ne va pas partager, qui sont même pas forcément toujours très claires avec nous-mêmes, qui sont implicites, mais qui sont là, qui sont latentes et qui font avoir des comportements qui ne sont pas forcément ceux qui sont les attendus, du modèle de l'organisation. Et du coup, avec le spectre du commercial, je me suis dit, effectivement, quand on se pose, il y a probablement beaucoup de peurs, des peurs aussi bien de perdre son travail, de ne pas pouvoir gérer son succès commercial comme on l'a géré avant, ou bien de perdre en qualité de travail commercial. On a toujours travaillé intuitivement un certain nombre de succès. Ben, est-ce qu'on peut continuer à travailler intuitivement comme on l'a toujours fait au niveau commercial? Est-ce qu'on perd pas sa liberté? Donc ce type de problématique, il y a plein de peurs en fait. J'en ai listé juste quelques-unes. C'est pas une étude complète, mais qui sont assez évidentes. Des peurs de ne pas réussir à faire ses objectifs et de dépendre des services informatiques, des systèmes, de la technologie, de l'intelligence artificielle qu'on comprend et pas complètement et qu'on maîtrise pas complètement, des algorithmes pour les réaliser, une peur de partager les données qu'on n'a pas trop envie de partager, une peur de partager des informations qui révèlent ma manière de vendre alors que j'ai pas trop envie de dire, c'est mon truc à moi, c'est ma sauce à moi, ma petite mayonnaise. Donc un certain nombre de peurs comme ça, des peurs des dangers de l'IA pour l'humanité et de devoir rentrer dans cet engrenage, par le commercial. Et donc on a probablement, ce type de peur qui existe dans les organisations. Donc l'objectif, c'est quoi? Face à toute cette confusion et notamment à l'accélération de l'IA générative qui probablement, pareil, de la même manière, consciemment ou inconsciemment, nous amène
créer cette confusion et alimenter la confusion. La question, c'est comment? Comment conjuguer IA et humain dans ce contexte commercial? Et donc avant d'en arriver au comment, et bien, je me disais, regardons, pensons au quoi d'abord et plus spécifiquement sur le quoi, 4 configurations. Selon qu'on vend des produits et des services IA, ou on vend des produits et des services traditionnels, ou selon qu'on vend des outils IA à droite versus des pas avec des outils IA. Donc, le quoi et le comment, en fait. J'ai réfléchi avec plein d'exemples que j'ai en tête, hein, 4 configurations. Donc on vend des produits IA, mais pas avec des outils IA. On vend des outils IA, mais des produits très traditionnels, ou bien les 2 produits et outils IA, ou bien des produits IA et des outils IA. Non, aucun des 2, très traditionnel sur les 2. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc si je prends, rapidement ces quelques exemples, et bien, dans l'optique de produits IA et d'outils IA, j'avais envie de partager avec vous, en fait, ce que j'ai fait pendant de nombreuses années et plus récemment chez Ipsos, comme ce qui se fait dans beaucoup de sociétés d'études, sur l'évolution de l'IA dans ce domaine. Historiquement, c'est un domaine dans lequel, le sondage est le produit ou le service et qui a évolué au fur et à mesure vers, une hybridation de données intégrant l'IA, intégrant le suivi de données, non structurées comme les médias sociaux, l'IA de la voix, des données comportementales, des données satellites, des données toutes de neurosciences, toutes sortes de données et leur hybridation nous amène à travailler avec des algorithmes qui peuvent être des algorithmes d'intelligence artificielle dans un certain nombre de cas. Quand on en arrive là, qu'est-ce qui se passe au niveau commercial? C'est ça la question. C'est pas juste le quoi, c'est le comment on l'active et comment on le vend. Et là, moi j'ai vécu vraiment et je sais que c'est toujours le cas, même si je suis moins directement impliquée le monde des instituts d'études, c'est que le commercial, il est totalement chamboulé. Le commercial, il peut pas vendre ça tout seul parce qu'il a toujours vendu un questionnaire, il a toujours vendu une réflexion sur une problématique marketing avec un questionnaire derrière. Il a jamais vendu avec un data scientist, il a jamais vendu en pensant la donnée en numéro un au lieu de penser son questionnaire. Et il a pas développé un brief, un cahier des charges, avec une conversation qui commence par la donnée et qui commence par le pourquoi, au niveau de la donnée, plutôt que de dire quelles sont les questions que je pourrais poser. Donc son paradigme de vente change complètement. Ça impose une certaine centricité de ce client. Ça impose d'avoir une conversation client sur son vrai besoin pour essayer de comprendre quelles sont les formes de données qui vont être les plus utiles et de là, les formes analytiques, utilisant l'IA dans un certain nombre de cas de figure qui vont répondre aux problématiques. Donc en fait, le paradigme est complètement différent. Et ça, c'est pas simple, ça s'accompagne, et ça suppose je pense un leadership commercial qui est complètement différent, de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est pas intuitif. Ensuite, si je prends l'exemple, extrême de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on vend des produits, traditionnels, on vend, et là j'ai pris l'exemple de Pernod Ricard, donc on vend de l'alcool, mais on a des outils IA qui sont nouveaux et qui vont être tout d'un coup entre les mains des vendeurs. Chez Pernod Ricard, leur stratégie au niveau, numérique, au niveau des données, au niveau de l'IA, repose sur un certain nombre de programmes marketing et commercial. Et il y a un outil qui repose sur l'IA qu'ils appellent Destar, qui est un outil, qu'ils vont utiliser pour récupérer les commerciaux et qui va aider à maximiser les ventes d'alcool. Et ça va les aider à avoir un retour sur investissement qui est largement prouvé, où ils donnent un certain nombre de chiffres pour prouver vraiment, que ça améliore énormément, les ventes de leurs points de vente et donc leurs propres ventes à eux. Le principe, c'est finalement de prendre des données sur les marques, et leurs produits, de prendre des données sur le point de vente et des données avec les équipes commerciales et finalement, en fait, ils récupèrent les données de leur point de vente, aussi bien au niveau, à tous les niveaux, en fait, aussi bien au niveau du profil des clients que, des statistiques de vente, de toutes sortes de données également, de données
d'open data également et le principe, c'est, de faire le lien avec leurs, données transactionnelles, avec combien ils vendent, avec leur chiffre d'affaires, avec leurs marges, et d'aider les points de vente à maximiser leurs ventes en fonction des catégories de produits, des marques et des profils de clients. Donc ils les aident et puis ils s'aident eux-mêmes parce que du coup ça aide c'est la deuxième étape, ça aide les vendeurs à, identifier comment planifier en fait leurs tours commerciaux parce que, ils auront peut-être plus intérêt à passer par un magasin qui va mieux bénéficier de ventes, d'alcool Pernod Ricard pour maximiser leurs propres ventes. Et puis de la même manière, ils ont, un outil de force de vente qui va les aider, de manière très pratique, avec un GPS incorporé à, maximiser leur temps de trajet pour aller dans tel ou tel point de vente de manière, plus efficace. Donc ayant dit tout ça, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire que, entre les mains, le monsieur Paul qui est le vendeur eh bien, bah, vous voyez, il a son iPad et il vend pas juste, sa bouteille, de vodka ou de rhum, mais il va savoir quand il arrive dans un magasin donné, ce qu'il va pouvoir, vendre ou vérifier, que les achats aient été faits, et sont ou pas sur étagère. Il va pouvoir travailler avec une planification hebdomadaire optimisée. Il va pouvoir avoir des actions quand il arrive dans le magasin qu'il a identifié. Il va avoir exactement les repères de ce qu'il a le plus grande chance de faire avec un chiffre d'affaires derrière, c'est-à-dire vérifier si les commandes ont été faites de tel ou tel, produit et cetera. Donc en fait, ça l'aide dans ses priorisations. C'est un outil qui l'aide et quand on entend parler la direction de ça, on en parle vraiment de manière extrêmement positive. On voit le retour sur investissement en euros, dans le monde, par pays et cetera et j'ai eu la chance de faire le suivi, en magasin, d'un certain nombre de ces vendeurs qui avaient ce dispositif entre les mains qui existe uniquement en France pour l'instant, qui va être déployé ensuite dans d'autres pays du monde. La France est un pays pilote et c'était très intéressant parce que, un des vendeurs que j'ai la chance d'accompagner était quelqu'un qui était vraiment super expérimenté, depuis 25 ans, qui faisait de la vente, dans le réseau Pernod Ricard, qui connaissait par cœur les chefs de rayon, qui avait une relation, très intime avec les chefs de rayon, qui était très ferme également et donc il me montre le dispositif, donc je regarde le dispositif, il m'explique comment ça marche et cetera et puis il voulait être un peu, montrer que c'était très bien et puis à un moment donné, au fur et à mesure de la discussion, on se rend compte que, il vous explique que, bon, c'est pas ça qui va faire la vente et que c'est bien gentil, il fait ce qu'il y a à faire, mais la réalité de la vente, c'est lui et d'ailleurs les petits jeunes, vendeurs commerciaux, qui ont ça entre les mains. Ils vont avoir une relation complètement mécanique, avec les chefs de rayon, avec le suivi qu'il faut avoir en tête, qu'il faut retenir, qu'il faut avoir par cœur en tête et cetera et que du coup, cette relation intimiste, cette relation de négociation, ils vont pas l'avoir et c'est pas ce qu'il faut pour le futur du commercial et cetera. Et pourtant j'ai continué à discuter avec lui et il a fini quand même par me dire que malgré tout, il arrive avec ce dispositif à visiter en moyenne un magasin de plus par jour, ce qui lui permet probablement d'avoir, d'être mieux rémunéré, on va dire, par rapport à ce qu'il faisait avant ce dispositif. Pour autant, j'ai fait le suivi également, avec une autre, commerciale qui était beaucoup plus jeune cette fois-ci et qui maniait le dispositif à merveille, et qui jonglait avec, qui était pas du tout dans une relation mécanique, de se cacher derrière un iPad qui donne finalement les résultats de l'IA et qui essaie de l'utiliser, comme elle peut. Au contraire, c'était très bien étudié à l'avance. Elle avait tous les éléments en tête, de ce que elle me disait qu'elle avait révisé ça la veille au soir, sur tout ce que lui proposait, l'algorithme pour maximiser ses ventes, dans le magasin et en étant avec elle, on n'avait pas du tout l'impression qu'elle était derrière son écran. Au contraire, elle avait complètement utilisé à bon escient cette information et elle était complètement dans un interpersonnel avec l'ensemble des membres du magasin,
dont elle avait besoin, hein, les chefs de rayon, et cetera. Et donc c'est assez intéressant de voir, bah, en fait, le vécu, en fait, hein, de ressentir le vécu sur le terrain de ce type de dispositif que je regrette que dans beaucoup d'organisations, il n'y ait pas assez de remontée, en fait, de ce qui se passe au niveau du terrain avec ce type de dispositif qui joue sur, les applications d'algorithmes, et qu'il puisse y avoir des remontées également, pour que les commerciaux se sentent partie prenante, de ce processus d'innovation de l'entreprise. Et puis bien sûr, au niveau de vente des outils des produits traditionnels, mais avec des outils IA, il y a plein d'autres manières évidemment que vous connaissez tous et c'est pas l'objet de cette, présentation. Il y a plein d'autres manières de travailler l'IA. J'en ai juste listé quelques-unes, pas tant pour, lister les différentes manières de travailler avec des outils IA pour vendre des produits traditionnels, mais plus pour, heu, évoquer encore l'idée selon laquelle finalement c'est le relationnel client et les contours du relationnel client qui changent. Et si on embrasse ce changement, alors ça peut être très positif. Donc par exemple, le fait d'avoir, même dans des bureaux en fait, hein, des entretiens commerciaux, des entretiens sur Teams ou sur Zoom, et tourner en fait les textes avec ChatGPT ou avec un autre algorithme d'intelligence artificielle générative, eh bien, ça vous permet de faire des résumés. Ensuite, bon, ben voilà, vous, tournez, vous travaillez avec ces résumés, vous ne faites pas un copier-coller pour l'envoyer à vos clients, mais ça permet de passer du temps pour le relationnel qui va être probablement de meilleure qualité parce qu'on va beaucoup plus vite et on va faire probablement ce résumé en un quart d'heure au lieu de le faire en 1 heure et quart et ça change tout quand vous multipliez ça par le nombre de commerciaux dans une entreprise, etc. Une autre vision, cette société Reportlinker que j'aime beaucoup, qui est une start-up française, mais qui existe depuis assez longtemps et qui fait de l'aspiration sur les réseaux et sur Internet de tous les documents publics qui existent sur des clients, sur des secteurs. Et en fait, quand on réfléchit ces plans commerciaux, eh bien, utiliser ce type d'intelligence artificielle qui va vous capter en fait ces données, et notamment ces données sémantiques, sur un client que vous avez, sur ses concurrents, sur les nouveautés qui existent, avec des systèmes d'alerte pour être bien au courant de ce qui se passe. Ça vous permet d'avoir une connaissance client vraiment en temps réel et forcément une précision et une flexibilité dans les plans commerciaux qui n'a rien à voir. Donc forcément une relation client qui est de meilleure qualité parce que le client sait pas tout ça, ne sait pas tout ça et a une impression qu'on le comprend mieux, qu'on le connaît mieux, qu'on s'est mieux renseigné sur lui. Et ça crée une relation potentiellement qui est plus intime. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a une manière, mais ça dépend du leadership et de la manière de faire. Il y a une manière de créer une forme de relation qui finalement est encore plus intime, qui est encore plus dans l'empathie. Mais si on utilise ça, si vraiment comme des outils en amont, qui nous permettent de bien réfléchir, de bien connaître et de bien réfléchir à nos clients. De même pour des dispositifs de personnalisation en magasin qui vont permettre d'avoir un relationnel qui est quand même assez différent parce que la personne concernée a l'impression qu'on la connaît et donc est considérée différemment. Donc un type de relationnel différent et c'est ça qui me semble intéressant, la relation évolue. Troisième élément, heu, on vend des produits avec de l'IA, on va dire, et également avec des outils IA. Donc tout est IA et donc ça change un peu. Là, j'ai un exemple, que j'aime beaucoup, de chez Signify. Signify, je ne sais pas si vous avez en tête ce que c'est le nouveau nom depuis, 2-3 ans de, Philips Éclairage, du groupe Philips Éclairage, qui est un grand groupe mondial, hein, qui fait, 7 000 à peu près dans le monde. Eh bien, depuis 2-3 ans, ils ont développé, et ça a fait assez rapidement 1,5 milliard sur les 7, d'éclairage connecté. On parlait d'Internet des objets tout à l'heure. Donc, on est clairement sur de l'Internet des objets qui a été appliqué au système d'éclairage et on peut récupérer la donnée de l'Internet des objets pour la traiter et de manière à activer automatiquement un certain nombre de choses, notamment en matière de sécurité, ou bien analyser ces données pour
pour, améliorer, d'autres types de dispositifs. Donc c'est beaucoup appliqué à notamment, en fait, la sécurité des villes, la sécurité des bâtiments, et la durabilité également, puisque ça permet de faire des économies d'énergie, assez importantes. On peut imaginer quand on voit un peu ce profil de transition numérique, par l'internet des objets de Signify, on peut imaginer que dans le processus de vente, il est complètement différent par rapport à un processus de vente d'éclairage traditionnel. La proposition de valeur a évolué, on a des arguments, fondamentalement qui ont évolué, comme ce que je disais tout à l'heure sur les sociétés d'études et Ipsos, les arguments changent. On a des arguments qui touchent à la durabilité, qui touchent à la protection des données, le rôle de l'IA, l'intérêt, le bénéfice. On ne va pas vendre de l'IA, mais en fait, on va parler de bénéfices qui font qu'aujourd'hui, on va finalement vendre plus des systèmes d'éclairage et comme un software avec des systèmes d'éclairage que de vendre juste de l'éclairage. Et ça change la donne au niveau de ce qu'on vend, mais la manière de le vendre également change parce qu'en réalité, il y a eu comment dire, une plateforme qui a été mise en place pour parler, pour mettre en commun les installateurs et les clients finaux. Cette plateforme a pu collecter un certain nombre de données d'échange entre les installateurs et les clients finaux. Quand on capte ces données, et on peut faire tourner un certain nombre d'algorithmes, ça nous permet de mieux comprendre les besoins des clients, les besoins des clients finaux auxquels Signify a rarement eu affaire, puisque c'est plus une société de B2B, et puis les besoins en fait des installateurs dans le B2B pur et dur. Donc on arrive à avoir de la donnée finalement également qu'on collecte par les flux et les échanges qui se passent sur la plateforme. Donc au niveau des moyens, on a de nouvelles données et on peut faire tourner des algorithmes qui nous permettent de mieux comprendre en fait les besoins de nos clients. Donc il y a une double problématique ici, c'est-à-dire ce qu'on vend est plus de l'univers du software et d'algorithmes qui tournent pour avoir, on va dire, un éclairage augmenté. Et la manière de le vendre est également complètement bouleversée parce qu'on a des informations qu'on n'avait jamais avant et qui nous permettent d'avoir soit on se dit, finalement, il n'y a plus rien à faire. Donc ça, c'est terrible en fait, hein, là, c'est la mauvaise IA, on va dire. Soit on se dit, ça crée une nouvelle relation client, ça permet en fait d'être plus informé et d'avoir une dynamique avec plus de proximité, plus d'informations et on apprend finalement plus vite à bien vendre et à vendre la bonne IA adaptée aux bons produits pour les bons besoins. Mais tout ça, ça rentre dans un changement, ça se fait pas en claquant des doigts. Ce sont pas forcément les mêmes commerciaux qui vont vendre les ampoules classiques de Philips et qui vont vendre les dispositifs dont je vous parle là. Certains, oui, et donc ça rentre dans des processus de formation pour être en transition et vraiment embrasser cette nouvelle manière de vendre, mais d'autres non. Et dans ces cas-là, c'est une approche qui est plus comme une vente de société technologique. Selon la même veine, vous avez sûrement entendu parler de ce que le groupe Michelin avait développé il y a quelques années, qui s'appelle la DDI. Et la DDI, c'est le principe de plus vendre de pneus. Donc, et ça, c'était censé représenter 20% du chiffre d'affaires d'ici 2030. Et j'ai cru comprendre qu'ils vont y arriver. L'idée étant que le pneu n'a pas un avenir évident, compte tenu de la mobilité, des principes de mobilité, compte tenu du prix du pneu en Chine, etc. Et donc le principe, ça a été de vendre de la donnée et des applications de données de maintenance prédictive sur la base de données qu'ils ont collectées sur des véhicules électriques. Donc pareil, avec des puces, de l'internet des objets dans le véhicule pour capter toute forme de données sur les comportements de conduite. Et avec ces données sur les comportements de conduite et des algorithmes qu'on fait tourner dessus, on peut développer, et c'est ce qu'ils ont décidé de vendre, autre chose que du pneu, mais on va être dans le monde de la maintenance et de la maintenance prédictive, dont l'objectif est
une mobilité sécurisée. Donc on est dans le monde de la sécurisation, ce qui est cohérent d'ailleurs avec les valeurs, historiques de Michelin sur les pneus, mais c'est pas de la même sécurisation dont on parle et donc ça veut dire qu'on vend autre chose, également d'une autre manière parce que ça se vend pas, dans les mêmes systèmes de distribution, vous imaginez bien, que, de vendre des pneus. Donc le modèle d'affaires, est différent. C'est une nouvelle entité d'ailleurs, dans l'organisation Michelin, c'est une entité à part. Et donc, au niveau du commercial, là, pour le coup, ce ne sont pas du tout les commerciaux des pneus. On est dans autre chose. On est dans un commercial qui est probablement assimilable à celui d'une entreprise technologique. Et c'est pas le même état d'esprit, ni les mêmes compétences et la même relation client qui est complètement opposée par rapport à celle dont je parlais tout à l'heure. Et le dernier cas de figure, c'est le cas de figure très traditionnel, tant au niveau des produits qu'au niveau des outils pour vendre. Donc, pas vraiment d'IA, ni dans un cas ni de l'autre. Donc, on peut se dire, ben, on peut passer au slide suivant et on arrête. En réalité, pas complètement, parce que je me suis dit, il y a quand même, il y a quand même de l'omnicanal. C'est-à-dire que même si on vend de manière traditionnelle, même si on n'a pas vraiment d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour vendre, eh bien, il y a d'autres choses dans l'omnicanal. Il peut y avoir, bien sûr, il y a tout ce que le e-commerce fait, il y a tout ce que les chatbots, notamment, avec, l'IA générative qui se déploie, à allure grand V actuellement, se font et du coup, on ne peut plus, quand on est commercial, ou quand autant au niveau de l'administration des ventes qu'au niveau des ventes sur le terrain, on ne peut plus fermer les yeux sur, chacun fait son job, le e-commerce fait son job, tout ce qu'il y a en matière de chatbot, ils font leur job, c'est un département à part de toute façon et puis moi sur le terrain, je vends à part. On ne peut plus le faire parce qu'en réalité, vous avez en fait, bah, dans la même, le même client, en fait, est exposé aussi bien, à sa relation au chatbot qu'à sa relation avec un commercial. Et donc, ça devient une relation triangulaire entre les 3. Et comment orchestrer cette relation triangulaire? Est-ce que c'est le chatbot qui va gagner par rapport au client? Est-ce que le client va être plus réceptif par rapport au chatbot? Ou est-ce que c'est le commercial et l'humain? L'objectif, c'est pas de dire qui est plus fort que l'autre. L'objectif, c'est d'ouvrir les yeux et surtout d'être dans la maîtrise globale des différents outils qui existent. Donc, même s'ils ne sont pas des outils qui sont les miens en tant que commercial, directement dans mon entité de vente, eh bien, oui, je dois ouvrir et puis considérer ces autres formes de, je vais passer directement à ça, ces autres formes d'interdépendance, même quand on pense qu'il n'y a pas de risque, commercial n'est pas concerné, eh bien si, il est quand même indirectement concerné. Et cet exemple, à nouveau de Michelin dont je vous parle ici, c'est juste pour vous dire que, une boîte comme Michelin s'intéresse au déploiement, en fait, jusqu'où vont les chatbots, qui passent à autre chose maintenant avec l'intelligence artificielle et ils s'intéressent, en fait, à se poser sur ce que ça veut dire pour le commercial et ce que ça veut dire pour le client et pour la relation client. Et pour le faire, bah, ça suppose en fait une mobilisation interne, ça suppose de rassembler les gens autour des valeurs de Michelin, parce que jusqu'où va-t-on avec les algorithmes d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on veut aller jusqu'à ce que le commercial demain soit remplacé par le chatbot parce qu'on va aller dans le sens de la sophistication du chatbot et il y aura moins de commercial? Ou est-ce qu'on voudra garder un côté hybride en essayant d'augmenter en fait la notion de relation client avec le chatbot juste simplement comme outil, mais avec des limites? Comment est-ce qu'on fait et comment est-ce que la direction de l'entreprise, la direction commerciale et la direction générale de l'entreprise décident de gérer ce souci, en fait, de gérer les limites à donner à l'intelligence artificielle dans la fonction commerciale. Je pense que c'est une vraie problématique et en l'occurrence, je trouve que la démarche qui s'engage un petit peu dans un certain nombre d'entreprises, mais qu'on ne voit pas encore, est vraiment importante pour le commercial
qui a un peu peur dans son coin, de délimiter, de donner une sorte de doctrine, d'une certaine manière, de vision presque anthropologique de où on va, dans un processus commercial, dans la relation, client, mais surtout homme-machine. Homme-machine au niveau du client, homme-machine au niveau du commercial. Et donc je pense qu'il y a ces sujets sont des sujets qui ne sont pas résolus, qui sont en cours, qui supposent beaucoup de responsabilités et on sait qu'il y a beaucoup de régulations qui se font, qui se mettent en place dans le monde au niveau de l'intelligence artificielle et bien sûr ça va concerner le commercial aussi, mais la régulation ne suffit pas. Dans certains cas de figure, je pense qu'il y a aussi une vision dans l'entreprise à expliciter, des limites et une maîtrise en fait, du processus. Et ça m'amène, à réfléchir en fait aux implications de tout ça, probablement sur un nouveau leadership commercial à l'aune de l'IA. Et donc clairement, le leadership commercial, bah, c'est quoi? C'est activer, un nouveau leadership au niveau de, bah, un humain qui va dans le bon sens, qui va dans le sens de la raison d'être, dans le sens du renouveau et pas un humain, juste avec des processus, avec des peurs qu'on ignore, hein, des processus un peu lourds où on met un bonus pour forcer les gens à faire quelque chose, mais en réalité, on force à utiliser des systèmes sans comprendre la raison d'être du système et surtout de la relation commerciale. Et à côté de ça, l'IA qu'on utilise, eh bien, se poser sur est-ce que l'IA va être perçue comme remplaçant la pensée ou l'IA va être perçue comme faisant penser, aidant à penser. Je pense que c'est pas quelque chose de si intuitif que ça vient pas en claquant des doigts, c'est quelque chose qu'il faut travailler, et qui est pas juste à travailler dans le fond, dans l'absolu, mais aussi à travailler dans la perception, et en interne et en externe de notre manière d'utiliser l'IA et bien sûr au niveau commercial, on est en plein cœur de la relation client, donc c'est assez fondamental. Donc effectivement, ouais, la position évidemment en haut à droite, c'est celle que je pense que les entreprises devraient travailler à travers leur organisation de manière de plus en plus claire. Et pour ça, euh, j'ai listé quelques éléments qui me semblent évidents à travailler sur ce leadership commercial, dont l'objet est de bien intégrer l'IA et d'intégrer la bonne IA. En fait, il y a un petit peu les deux choses. Alors, le premier élément, c'est bah, d'expliquer, de faire comprendre, de rentrer dans une logique d'entreprise apprenante qui explique en quoi la relation client évolue avec le maniement de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau des produits qu'on vend ou au niveau des outils qu'on utilise. Mais pour ça, on n'a pas toujours des formations qui s'adressent aux commerciaux ou qui s'adressent aux commerciaux juste exactement sur ce qu'on leur met entre les mains, alors que je pense que c'est important en fait d'avoir une vision plus large vraiment de l'appréhension de l'intelligence artificielle pour l'entreprise. Adresser les peurs. Il y a des peurs qui sont toujours là. Certaines vont être explicites, d'autres implicites et beaucoup sont implicites. Et je pense que la meilleure manière, ce que j'avais fait une fois, un séminaire sur les peurs dans la transformation numérique qu'on avait fait chez Ipsos. Et c'était le meilleur des séminaires réalisés dans la transition. C'est celui qui avait vraiment orchestré un avant-après. Et bien, je pense que dans le cadre de l'IA et du commercial, c'est quelque chose vraiment à faire. Parce que ça ramène les gens dans leur vraie relation intime avec les clients. Euh, le commercial dans la chaîne de l'innovation, là, c'est l'idée du retour d'expérience. Quand j'ai accompagné ces commerciaux de Pernod Ricard, ils m'expliquaient, ils me disaient, bah, il y a tel élément, il faudrait vraiment qu'il y ait ci, vraiment qu'il y ait ça. Pourquoi il n'y a pas de caméra à tel moment pour faire des photos de ce qu'il y a dans les entrepôts pour qu'on arrive plus facilement à identifier où sont nos bouteilles, etc. Et donc, ils avaient des idées, parce que sur le terrain, on a des idées, en fait, d'améliorer les outils. Mais ça remonte pas il y a un gap au niveau de la gestion de l'IA entre ce qui se fait au niveau de l'administration des ventes, de la stratégie marketing et de la stratégie commerciale et de l'orchestration sur le terrain du commercial. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire comment dire, le management du changement, en fait, pas uniquement dans le sens
vers le bas, mais également vers le haut et faire remonter, faire participer en fait le commercial à cette chaîne de l'innovation dans laquelle l'IA joue un rôle important. L'autre élément, c'est que quand on est dans cette logique commerciale qui manie l'IA, qui apprend à vivre avec l'IA, eh bien, d'une certaine manière, on comprend mieux les synergies avec le marketing. Il y a toujours eu une espèce de fraternité difficile entre le marketing et le commercial, historiquement, de ce qu'on a appris depuis la nuit des temps dans les bouquins de marketing et de commercial. Eh bien, je pense que dans le monde du numérique et avec l'activation de l'IA, le commercial peut mieux comprendre en fait l'intérêt du ciblage stratégique, l'intérêt du ciblage par l'IA avec un marketing numérique qui valorise ça, et donc peut mieux travailler de concert avec ce que propose le marketing. Donc cette activation commune entre marketing et commercial doit bénéficier au commercial et donc apporter de l'intelligence aussi au commercial, une forme de recul pour, de la même manière, toujours être plus proche de ses clients. Et enfin, eh bien, le fait surtout de faire en sorte qu'en haut de l'organisation, ce ne soit pas des gens qui délèguent des principes technologiques avec de l'IA dedans, mais qui est une position éthique, qui est une position anthropologique qui va même largement au-delà du respect de la régulation, bien sûr, au niveau de l'IA, mais qui disent qu'on maîtrise ces algorithmes. On les maîtrise parce qu'on sait à quoi on veut qu'ils servent et à quoi on veut qu'ils ne servent pas, et qu'on l'écrive et qu'on mobilise les gens pour l'écrire et que ça touche également les commerciaux. Je pense que c'est quelque chose qui sert énormément au futur de la bonne IA pour le bon commercial. Et ça nous amène à dire deux choses. Finalement, ça nous amène à avoir une relation commerciale plus conversationnelle, donc d'autant plus humaine, si on fait tout ça bien. Et puis, donc ça, c'est plus au niveau des commerciaux, et puis au niveau des directions commerciales ou des directions d'entreprise. Moi, je parle d'un IA Act, on parle beaucoup d'IA Act aujourd'hui sous l'angle de la régulation. Eh bien, on pourrait développer notre propre IA Act commercial, qui serait notre acte, notre doctrine un peu responsable, qui donne le ton, qui ne délègue pas aveuglément sur utilisez-moi cette IA, maintenant c'est comme ça, on va gagner plus d'argent, mais qui respecte l'individu, qui respecte la dignité humaine, qui respecte ce travail historiquement noble qu'est le commercial et le commerce, et qui le réhabilite. Et probablement, c'est quelque chose qui est important à considérer, mais qui suppose d'ouvrir un petit peu tous les chakras des directions commerciales et d'ouvrir le mot qu'on a rarement utilisé dans les organisations, mais qui de plus en plus est quand même vraiment important, pas juste culture, mais surtout psychologie des organisations et des individus dans ces processus de transition. Et donc, comme le cœur a des raisons que la raison ignore, comme disait notre cher Blaise Pascal, je trouvais que c'était le moment de le rappeler parce que le commercial est un cœur battant de l'organisation. Et donc, si on force juste la raison de l'IA grandissante sans la maîtriser, c'est pas bien, mais pour autant, avancer avec et l'embrasser, eh bien, ça permet probablement d'avoir une nouvelle génération de commercial humain. Merci. Voilà les réflexions, et j'ouvre la voie à vos commentaires, réflexions, etc. C'était tellement passionnant que il ne reste plus que 6 minutes, mais on va prendre quand même un quart d'heure de plus pour les questions-réponses. Euh, Merci. je ne vais pas commenter dans le détail ton intervention, mais ce qui nous a frappé, enrichi, c'est ta prise de distance par rapport aux outils d'IA qui naissent tous les jours. Tu as pris de la hauteur en considérant des typologies de situations d'abord, et puis en mettant en évidence le difficile partage entre l'IA et la dimension humaine, avec la psychologie du vendeur, ses peurs, et puis la nécessaire, l'obligation de former, d'avoir de nouveaux profils. Tout ceci était passionnant, nous éclaire sur l'avenir, et je suis sûr qu'il y aura d'excellentes questions. La salle, J'espère. Merci Jean-Paul. la Oui, salle, oui, pardon, je veux bien, Nadia Nadia Antonin, Antonin. vas-y. Merci. Donc, je vous remercie de ce très riche et très intéressant exposé. Voilà, comme vous l'avez entre autres souligné,
l'IA réinvente le commerce pour répondre aux enjeux du futur. Mais ma question, quid de l'exacerbation des asymétries d'information entre les consommateurs et les commerçants, eu égard au traitement souvent opaque des données? Voilà. Voulez-vous que je répète? Non, non, c'est bon, je C'est crois. bon? Hélène a dû comprendre. Oui, bah, en fait, enfin, ça fait partie du dispositif général, en fait, hein, d'expliciter, d'apprendre. Je pense que c'est apprendre à expliciter, d'où viennent les données ou, bah, en fait, c'est la question c'est quoi? La question c'est est-ce que le consommateur, il faut lui dire, d'où vient cette information? C'est ça? C'est ça votre, Oui, c'est-à-dire, bon, ces asymétries d'information, c'est-à-dire des situations où l'information n'est pas distribuée de façon uniforme entre les parties prenantes, c'est-à-dire c'est opaque. Et donc, Bah, en fait, c'est une des c'est un limites vrai de sujet. l'IA. Ouais, C'est un c'est un risque de vrai sujet parce l'intelligence que artificielle. oui, je pense que Mm. c'est un vrai sujet parce que, le monde de la donnée, suppose de la transparence, Tout à fait, tout à fait. mais il y en a pas toujours. Oui, voilà. Donc, par définition, normalement, en fait, ça suppose du partage et de la transparence, mais il y en a pas toujours Exactement. et Voilà, donc c'est oui, je donc pense que ça rentre dans la responsabilité, en fait. voilà. Quand je parlais d'IA acte commercial, Oui. de Mhm. son propre IA acte commercial, je pense qu'il faudrait que ça fasse partie, mais c'est tout un truc à réfléchir, en fait, ça et j'ai pas encore les idées très claires sur tout ce qu'il faudrait mettre dedans, mais clairement, Oui, je suis d'accord avec vous que le principe de transparence pour éviter cette asymétrie, c'est ça. et réfléchir à la communication sur la transparence, parce que la Oui. communication est compliquée également, hein. Tout Faut à c'est fait, pas tout à fait. pas juste appuyer Tout à sur le fait. bouton et dire aux commerciaux, voilà, on a l'information, donnez l'information. Oui. C'est un vrai sujet, mais justement qui n'est pas traité, Non, à mon je suis sens. Moi, je d'accord ne le avec vois vous pas qu'il n'est tellement pas traité. traité. Non, 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 non. OK. Je Bon, vous Mmh, remercie et encore bravo. allez, merci. question suivante. Monsieur Jacques Diou. La question, hein, pas de commentaire sur l'exposé. La question. Ouais, il a le droit de commenter, hein, s'il aime pas. Non. Jacques, ton micro est coupé. Le micro coupé. Allô? Jacques? Allô? Monsieur Diou? Alors, on n'entend pas, Monsieur Diou, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'en tant qu'animateur, tu peux réactiver son micro, non? Alors, c'est peut-être ça. Je suis désolé, si c'est Si moi. lui ne l'active Ouais, pas, peut-être qu'il arrive pas. en tant qu'animateur, tu peux. Bah, Ouais, sinon, il faut lui laisser le bouton en ouais. bas à gauche. Ou sinon, voilà, où il peut mettre dans le chat, sa question. Vous m'entendez? Oui, Ah, on voilà. Oui, t'entend. ça y est. Bon, ma question est la suivante. C'est d'ailleurs un constat. J'ai été frappé par l'emploi de très nombreuses reprises de l'adjectif humain dans votre exposé. Et ça m'amène à faire une comparaison avec Grok. Que pensez-vous de Grok, que vous connaissez probablement d'Elon Musk, qui vient de créer lui aussi, je dirais, son chat qui s'appelle Grok, en synergie avec Twitter, et le positionnement, et j'en terminerai sur ce mot, du Grok, autant que je l'ai compris à travers 2 interviews d'Elon Musk, c'est justement l'humain pour se différencier des autres chats GPT. Qu'est-ce que vous pensez de ce positionnement de Grok? J'ai peur de cet humain-là, hem et on va devoir redéfinir le mot humain, Pardon? peut-être. Non, c'est vrai que quand c'est-à-dire que le mot humain, je pense que ce qui est important, c'est quoi? C'est est-ce que, cette ce ce,
cette intelligence artificielle va devenir humaine ou est-ce que c'est réhabiliter la dignité humaine avec, avec l'intelligence artificielle à ses côtés, aussi intelligente soit-elle. Et là, je pense qu'il y a un risque de glissement sur le terme humain. Et ouais, C'est a le, priori. c'est le Moi, c'est pari. ce que je pense. Mais ravi d'avoir votre point de vue et celui de tout le monde ici, parce que effectivement, le mot humain, il y a manière et manière de l'interpréter. J'ai écouté la grande conférence de lancement d'OpenAI sur leur nouveau ChatGPT, le ChatGPT Turbo, et il termine la conférence sur les dernières minutes vraiment en parlant d'avenir de l'humanité, d'humanité augmentée, etc. Donc, il utilise vraiment le mot humain et c'est dangereux. Il ne faut pas oublier y compris Elon Musk, avait signé la lettre ouverte de Joshua Benjo et puis a fait ce qu'il voulait dans son coin. Donc j'ai moyennement confiance, mais ensuite, tout le monde n'est peut-être pas d'accord. C'est un véritable défi qu'il se lance à lui-même et à ses concurrents, c'est justement de faire une intelligence artificielle qui soit plus humaine, car il semble, d'après ce qu'on peut entendre dans ses interventions, qu'il considère que les autres ne sont pas assez humains. Voilà, je termine. C'est un grand... Merci. Une autre question? Marc? Alors, est-ce qu'il a le micro coupé, lui encore? Oui, il est coupé. Il faut enlever le micro. Marc Benoît, alors, hop. Marc, on ne vous entend pas. Oui, il y a un problème. Ah, ça y est. J'espère que vous m'entendez. Une remarque simple, ChatGPT est d'une très grande prudence dans la formulation. J'ai eu l'occasion de consulter pas mal sur les problèmes de santé. Ils sont d'une extrême prudence, que je trouve très américaine d'ailleurs. Très. Deuxième chose, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est pas l'utilisation intelligente des données? C'est tout. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas simplement l'utilisation intelligente des données? Bah, moi, j'aime ça. Ouais, j'aime ça, ouais, j'aime ça, l'utilisation intelligente des données, ça me plaît et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense qu'à ChatGPT. Alors, d'abord, c'est vrai que ChatGPT, d'abord, c'est fait, avec 70 de langage en anglais, donc forcément, on a même des concepts et des manières de parler qui sont Je vais plus te rappeler, anglophones. parce que là, je suis en conférence visio, Oh, Gérard, donc je vais te rappeler. Ah, OK. il y a eu, Mais OK? moi, j'aime bien ça parce que je Bye. pense qu'il y a un pan énorme, de l'IA qui est de l'IA analytique et donc on est en plein dans l'utilisation intelligente des données. Et il y a différentes manières d'avoir, voilà, de travailler sur l'intelligence, des données, mais oui, on est là-dedans, absolument. On n'est pas sur le remplacement humain. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est ce que vous avez dit sur les vendeurs de Pernod Ricard. Effectivement, l'intelligent, il utilise les données, mais sans oublier le côté humain. Ben oui, Ça ne nuit pas aux aspects relationnels. pas Voilà ce du que tout. je voulais dire. Ouais, ouais, mais pas du tout. Mais là, c'est le vrai humain, justement. C'est pas l'humain, enfin, à mon avis, dans le sens Elon Musk. C'est l'homme, la femme. oui. C'est une Ce que question. tu nous as fait comprendre, c'est que il ne faut pas que le vendeur soit robotisé. Non, bah non. Il faut lui laisser quelques espaces de pensée, d'innovation, de remontée d'information. Tout à Voilà. fait. Donc, Jérôme Barré. Bah, merci Jean-Paul. Bah, d'abord, bravo Hélène pour cette présentation magnifique. Ma Merci. question, c'était seulement au niveau de l'information, puisqu'en fait, l'intelligence artificielle ne rend de la bonne information, si on peut dire, que si on lui injecte l'information correcte. Est-ce que Mmh. ça ne va pas être l'occasion finalement d'une nouvelle guerre de la désinformation entre concurrents, par exemple, d'essayer de polluer l'Internet de fausses informations pour essayer de faire dérailler l'intelligence artificielle?
Ben, Et ça va pas en être fait, aussi des stratégies ben, je suis qu'il faut 100 faire. d'accord parce qu'on oublie que quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, ça s'inscrit dans un processus de stratégie numérique et donc si on n'insère pas ça dans une stratégie numérique et une stratégie de données, alors on oublie en fait, la qualité de capture C'est de la ça. donnée. Et donc moi je pense qu'on rentre dans un environnement où la maîtrise, algorithmique ne doit pas être uniquement un environnement pour les DSI et pour les data scientists. En fait, il faut que tout le monde puisse avoir un minimum de vernis pour avoir au moins la curiosité et la compréhension générale, même superficielle, mais pour avoir un esprit critique par rapport aux données. Aux données d'input dans les modèles en fait. Et effectivement, avec les fake news, avec toutes les données qui sont de mauvaise qualité, à nous d'avoir le discernement de mettre de côté ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Mais ceux qui ne vont pas le faire, c'est n'importe quoi et c'est très dangereux en effet. Merci. Ouais, merci. Encore deux questions. Philippe. Philippe Oui, Cahin. oui, effectivement, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, la base du système, c'est la donnée qui est disponible. C'est-à-dire Ouais. l'intelligence artificielle, si les entreprises bloquent leurs données disponibles, et à mon sens, ça va être un énorme mouvement de ne pas mettre sur le marché certaines informations, ça limite son système. Mais pour moi, enfin bon, je suis dans d'autres domaines de la prospective et je suis encore intervenu hier avec un COMEX de compagnie d'assurance. Ouais. J'oppose toujours l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle. Et là, les gens que j'avais devant moi, le COMEX me dit 80% de notre boulot, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ouais. J'aime bien Et on émotionnel. oublie, voilà, et on oublie l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle, comme on mesure le QI et pas le QE. Complètement. On sait Complètement pas. d'accord. Et c'est ça, bon, c'est ce que tu as démontré tout à l'heure, qui était vraiment très intéressant avec le vendeur de Pernod Ricard un peu plus ancien que l'autre personne, mais qui gagnait une vente par jour, enfin un client par jour. Et c'est incontestablement, je veux dire, pour moi, l'IA, c'est une évolution de la puissance informatique qui va être dépassée dans quelques mois ou quelques années par le quantique. Et on ira encore plus loin. Et ce ne sera qu'une étape. Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'on est très impressionné. Et puis surtout, quelqu'un, je crois que c'est le BCG ou je ne sais pas quoi, a dit 70% des emplois vont disparaître. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est ce que tu penses? Ouais, c'est intéressant. Ouais. Mais oui, mais l'IA, ça crée. Tu dis quoi par rapport à ça? Ce sujet, non, parce que ce sujet, il est pénible. Mais c'est exactement comme l'automobile. Quand l'automobile est arrivé, on a dit les palefreniers ne vont plus avoir de travail. Ben, ils ont fait d'autres travaux. On a inventé une nouvelle ville grâce à l'automobile, des nouvelles routes, etc. On crée sans arrêt d'autres choses. Et on est en plus, on est à la limite en manque de compétences sur l'IA, on manque d'ingénieurs. Tout à fait, complètement. Donc, oui, c'est un outil pour moi. Et cet outil est important. Enfin, c'est ce que tu as démontré. Très bien démontré d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci Philippe. Alors? Et T, c'est Thierry? Non, c'est Thibaut. Ah, c'est Thibaut. Oh, de Carpentier. Merci Hélène pour ces éléments. Je me pose deux questions. En fait, je reprends l'exemple de Pernod Ricard parce que j'ai l'impression qu'en 86, quand Pernod Ricard a commencé à utiliser des logiciels comme Spaceman ou Apollo, on aurait pu faire exactement la même présentation sur les vendeurs. Quand ils sont passés au trade marketing, on aurait pu faire exactement la présentation sur ce qu'ils attendaient des vendeurs. Quand ils sont passés aux catégories management, on aurait pu faire exactement la même présentation sur ce qu'ils attendaient des vendeurs et des outils qu'ils faisaient avec. Et ils ont changé de plein de choses et finalement, quand on regarde dans la réalité, ils n'en ont pas vendu beaucoup plus qu'avant. Ils ont mis beaucoup de puissance informatique, et je reprends le mot qu'avait Philippe précédemment. On a mis une énorme puissance informatique. Je ne suis pas sûr que la performance soit à l'échelle de ça. Et en tous les cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que depuis 86, Pernod Ricard et ses petits camarades n'ont pas raté l'humain? Et moi, ce qui m'inquiète, et pour revenir à ce que disait Jacques Diou, c'est qu'effectivement, un Elon Musk, quand il pense humain, il pense transhumain. C'est ça. C'est ça. C'est ça le souci. C'est ça. Il ne pense pas IoT,
ils pensent IoB, c'est-à-dire l'Internet of Beings, c'est-à-dire comment se Complètement. connectent les gens, mais pas par leur cerveau, c'est-à-dire par des puces électroniques. Et alors, j'aime bien le côté intelligence émotionnelle qu'évoquait Philippe, mais est-ce que ce qui ne manque pas dans l'IA aussi, c'est une intelligence conceptuelle? Ah, mais On complètement. ne fait dans l'IA, on ne Mais fait que dans complètement. l'IA statistique que de la Moi, je suis courbe de complètement Gauss d'accord. améliorée, sachant Oui. que la courbe de Gauss est fausse en plus. Donc Mais complètement d'accord, j'ai un petit 100% d'accord. souci En fait, là-dedans c'est et vrai, moi j'aimerais je bien l'appelle t'entendre là-dessus. intelligence humaine et c'est un problème parce que le mot devient mauvais parce que à cause d'Elon Musk effectivement et de ce côté transhumanisme. Mais j'aime bien l'idée de parler d'intelligence, à la fois émotionnelle et conceptuelle parce que c'est l'idée de, en fait, c'est penser. C'est juste penser. C'est ne pas arrêter de travailler, continuer à travailler et penser. Bah, c'est l'être humain est sur Terre pour ça notamment. Et C'est la donc part de l'humain que ne sait pas faire la machine. pardon? C'est la part de l'humain qui ne sait pas faire la machine, elle ne sait Oui, pas avoir bah, d'émotion, elle oui. ne sait pas créer de concept. Bah, en effet. En effet. Pour le moment. Ouais, pour le moment, mais j'aime bien, je sais pas si vous écoutez ce que dit Yoshua Bengio, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il a fait un speech, il y a pas très longtemps, dans une conférence du MIT sur l'avenir des plateformes et il s'est bien exprimé dessus et tout ce qu'il écrit, va complètement dans ce sens à l'encontre, d'Elon Musk et complètement dans le sens effectivement de l'intelligence, réfléchie, de l'intelligence, de pensée, et émotionnelle effectivement. Et c'est mieux de dire ça que de l'intelligence humaine, je suis d'accord, parce que sinon le mot commence à être galvaudé. Ça me plaît, je prends. Merci. Alors, Merci pour vos réactions, c'est sympa, ça fait réfléchir, ça fait avancer, merci beaucoup, c'est sympa. Est-ce qu'il y a d'autres, commentaires, réflexions, rajouts, idées, challenge? Ah non, faut pas dire challenge, défi? non. Défi, tout à fait. Ben, Oui, écoutez, oui, c'est ça. pas d'autres Merci, questions. Céline. Bravo. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là en remerciant à nouveau Hélène pour cette Merci à brillante vous. Merci présentation. beaucoup. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour remercier les non-membres qui se sont connectés. Il y en a une douzaine de différents horizons. Ben, sachez que régulièrement, notamment lorsque on procède à une nouvelle élection d'un membre ou d'un correspondant, on fait ce genre de conférence. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire d'ailleurs sur notre site pour être au courant régulièrement de toutes nos communications. Et vous serez les bienvenus à la prochaine conférence de ce type-là. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Merci Hélène, à Merci. bientôt. Ah, Merci merci. Hélène. À Merci à bientôt. tous. Bravo. Bravo. Au Bravo. revoir, merci. Merci beaucoup.